Brest ou Briest est une ville qui se trouve aujourd'hui à l'ouest du territoire de la Biélorussie, à la frontière avec la Pologne. Mais en 1918, lors de la création de la Pologne, elle était au centre du territoire polonais. En août 1939, le ministre Ribbentrop s'est rendu à Moscou pour signer le pacte de non-agression avec les soviétiques, appelé pacte Molotov-Ribbentrop. Allemands et soviétiques ont signé un protocole secret prévoyant le partage de la Pologne le long de la rivière Bug. Et justement à la frontière avec la ville de Brest, à la confluence de la rivière Bug et de la rivière Mukavets. En 1836, l'Empire russe a construit la forteresse de Brest pour renforcer ses frontières occidentales après la période napoléonienne. Parlons de la structure de la forteresse. Elle comptait 4 fortifications. Sort la petite carte. Au centre se trouvait la citadelle, à la confluence des bras de la rivière Mukavets et de la rivière Bug. Il y avait aussi 3 fortifications extérieures, Terespol, qui protégeait la rive ouest, Volan, qui protégeait le secteur sud, et Kobrin, qui protégeait le secteur nord, et Haie, c'est-à-dire le nord-est. Les fortifications extérieures de Brest mesuraient environ 10 mètres de hauteur, et les murs, c'est un fait de briques rouges, atteignaient jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Les nombreux bastions et redans des murailles étaient protégés par des fossés et des demi-lunes avancées. Tu n'as pas compris? Je t'expliquerai plus tard, en septembre 1939, lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne. Brest était aux mains des Polonais et fut prise le 17 septembre, le même jour où les Soviétiques envahirent la Pologne par l'Est lors de la célèbre bataille de Brest-Litovsk. Les Allemands prirent donc la forteresse, mais la remirent rapidement aux Soviétiques, car d'après le protocole secret mentionné, ce territoire polonais devait revenir à l'Union soviétique. Ainsi, pendant près de 2 ans, après l'interruption de 20 ans durant laquelle la forteresse était aux mains des Polonais, les Soviétiques renforcèrent et multiplièrent les systèmes défensifs. Ainsi, en 1941, à l'été, elle disposait déjà d'un contingent assez important et d'un nombre significatif d'armes défensives. En juin 1941, l'Allemagne a envahi l'Union soviétique avec l'opération Barbarossa. Notre objectif aujourd'hui n'est pas d'aborder les raisons de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, ni les détails de l'opération Barbarossa. C'était la plus grande opération d'invasion de l'histoire, et que la forteresse de Brest se trouvait au milieu de ce gigantesque front, du nord au sud. Au centre du dispositif allemand se trouvait le groupe d'armées Centre, commandé par le maréchal Fedor von Bock, qui avait parmi ses objectifs de capturer la Panzerhulbahn, la voie ferrée qui menait directement de Brest à Moscou, ainsi que les ponts sur la rivière Bug, absolument nécessaires pour le passage des troupes vers le territoire soviétique. De cette façon, dès les premières heures de combat, la forteresse de Brest est devenue le premier lieu d'affrontement entre l'armée allemande et l'armée soviétique. La garnison soviétique de la forteresse était composée d'environ 9000 militaires. La majorité de ces militaires venaient de la 6e et de la 42e division de fusiliers, l'équivalent russe de la division d'infanterie. Il y avait aussi le 17e, détachement de garde-frontières du commissariat du peuple aux affaires intérieures et quelques autres petites unités, ainsi que 300 membres de familles d'officiers qui étaient stationnés à l'intérieur de la forteresse. Du côté des assaillants, il y avait la 45e division d'infanterie du général Fritz Schliefer. Cette division était d'origine autrichienne et recrutée dans les environs de Linz. Vous comprenez donc qu'elle était la favorite de Hitler. La 45e division d'infanterie a reçu le soutien de l'artillerie de la 31e et de la 34e division d'infanterie. D'ailleurs, dès le premier jour de combat, une batterie de Stug leur a été prêtée. Mais l'unité la plus singulière et curieuse à avoir soutenu le général Schliefer fut, sans aucun doute, le Schwerin Artillerie Abteilung 833 ou le 833e bataillon d'artillerie lourde, qui était équipé des gigantesques et monstrueux mortiers de 600 mm Karl Gereth. À 4h15 du matin, le 22 juin 1941, la Wehrmacht a ouvert un barrage d'artillerie sur la forteresse de Brest, utilisant même des lance-roquettes Nebelwerfer, et ils ont complètement pris la garnison de la forteresse par surprise. Le barrage contre la forteresse a duré environ 30 minutes. Peu après, les premiers groupes de combat allemands ont traversé la rivière Bug en petits bateaux vers la rive est, et au milieu du barrage d'artillerie allemand. Les 2 mortiers gigantesques et monstrueux de 600 mm, surnommés Odin et Thor, ont tiré ensemble 31 obus de 2 tonnes.
Ces obus, qui contenaient des explosifs pénétrants pour le béton, ont causé d'énormes dégâts à la forteresse. Et entre morts et blessés lors de ce premier barrage, la garnison de la forteresse a perdu plus de 50% de ses effectifs. Près de 5000 personnes. C'est pourquoi les soviétiques n'ont jamais pu organiser une défense cohérente de la forteresse, se limitant à défendre des points isolés sur le terrain. Le chaos régnait totalement dans la matinée du 22, avec la mort de très nombreux officiers. Ainsi, à l'exception du major Piotr Gabrilov, qui commandait le 44e régiment de fusiliers, tous les autres chefs des points de résistance étaient autoproclamés. Autrement dit, quiconque parvenait à donner un ordre sensé et à convaincre les autres de l'exécuter pouvait devenir un chef et finissait par assumer le rôle de chef de la résistance. C'est le commissaire politique Yafim Fomin qui a finalement dirigé la résistance à la porte de Krone, au sud de la citadelle. Placez la petite carte pour voir. Comme dit, la forteresse de Brest comprenait 4 fortifications. Et comme les combats ont été intenses dans chacune d'elles, il nous faut analyser l'invasion allemande de la forteresse en 4 étapes. Commençons par la fortification de Terespol, qui se trouvait sur la rive ouest de la forteresse et était défendue par le 17e détachement de garde-frontière du commissariat du peuple aux affaires intérieures, et il n'était pas plus de 300 hommes. Et ces 300 hommes ont dû affronter le 135e régiment de la 45e division. La défense était divisée et dispersée. Le sud de la fortification était défendu par le lieutenant Arkhim Stepanovitch Tcherny, tandis que le nord relevait du lieutenant Fyodor Mikhailovitch Melnikov. Mais en dehors de ces deux-là, certains groupes de soldats russes ont fini par défendre le mur qui fait face à l'ouest. Ainsi, environ 80 soldats russes ont défendu des points espacés de ce mur contre les Allemands. Le premier jour, quand les Allemands ont tenté d'envahir Terespol, les gardes ont subi de lourdes pertes. Mais ces gars étaient à l'an très combatifs et tenaient en leur position. Ils ont contre-attaqué, même à la baïonnette, forçant les Allemands à reculer. Déjà le 24 les forces de Tcherny et Melnikov, qui ne comptaient non plus que 40 hommes, se sont repliées à l'intérieur de la citadelle. Mais avec les Allemands à l'intérieur, ils n'ont pas réussi à s'établir et ont fini par passer à la fortification nord, Kobrin. Le lendemain, Melnikov a été tué et Tcherny capturé. Entre le 25 et le 30, seul un petit groupe de soldats russes dirigé par le lieutenant Jdanov a continué à défendre Terespol. Dans la nuit du 30, ils ont tenté de traverser la Bougue à la nage vers la citadelle, mais les Allemands les ont vus. Sur 45, seuls 18 ont réussi à la traverser. Attends, tu aimes la vidéo? N'oublie pas de liker et de t'abonner, d'accord? Je vais vérifier. Passons maintenant à la fortification de Volin, qui se trouve à l'extrémité sud de la forteresse. Nous allons voir que ce secteur comptait 2 hôpitaux et une école. Du 84e régiment de fusiliers, ces hommes ont affronté le 133e régiment d'infanterie du général Schlitter. Comme ces hôpitaux comptaient de nombreux blessés. Le chef de l'hôpital de district, Boris Alexeyevitch Maslov, ainsi que son adjoint, Nikolai Semyonovitch Bogateyev, ont organisé l'évacuation de tous ces blessés vers la citadelle. Ce même jour, Bogateyev a été mortellement blessé lors d'un combat rapproché contre les envahisseurs allemands. Bien qu'arrivés à Volyn dès le premier jour, les Allemands ont rencontré une forte résistance des élèves du 84e régiment et ils ont dû engager leurs réserves lors de cette première attaque, échouant à la fin de la journée. Le 23, l'action à Volyn a commencé par un nouveau barrage d'artillerie allemand sur la fortification qui a été suivi d'une seconde attaque. La seconde attaque a aussi été repoussée avec de lourdes pertes. Le 24, le 2e bataillon du 133e régiment a finalement pris la fortification de Volyn. Les derniers défenseurs de Volyn ont fini par se replier à l'intérieur de la citadelle. Maintenant, venez avec moi au nord de la forteresse, à la fortification de Kobrin, qui était la plus grande des fortifications de la forteresse de Brest. S'y trouvaient stationnés un régiment d'infanterie, un bataillon anti-aérien et un bataillon de chars. En plus des maisons disséminées sur le terrain, appartenant à 170 familles d'officiers qui travaillaient dans la forteresse. Dès le matin du 22 juin, le 135e régiment a surgi par la porte nord-ouest et a tenté de couper la retraite des Russes qui s'échappaient honteux vers la fortification est. Pendant ce temps, plusieurs officiers ont été surpris chez eux et n'ont pas réussi à rejoindre leurs troupes. Ce qui a fait que la résistance à l'intérieur de Kobrin est redevenue dispersée et sans direction claire.
Les Allemands ont aussi attaqué à l'est, mais le 98e bataillon de chars a stoppé l'offensive. Des unités du bataillon de chars ont pu s'échapper de la forteresse et rejoindre des points de rassemblement près de la ville. Mais la plupart d'entre eux, sont restés ensemble, et ce reste a été réorganisé en un groupe de combat par le lieutenant Ivan Filipovitch Akimochkin et le commissaire Nikolai Vassilievitch Nestertchouk. À la porte nord de la fortification de Kobrin, les Allemands ont été forcés de battre en retraite face à la résistance soviétique la plus acharnée de la forteresse de Brest, qui était commandée par le major Piotr Mikhailovitch Gavrilov. Le lendemain, les Allemands ont repris l'attaque contre la porte nord et vaincu la résistance soviétique. Toute la résistance à Kobrin s'est regroupée à l'est sous le commandement du major Gavrilov. Il est utile de rappeler que le plan initial des Allemands prévoyait la prise de Brest dès le premier jour de combat. Mais la résistance des Russes, combinée au fait qu'une grande partie de la forteresse était devenue des décombres, a finalement facilité la défense soviétique. Le combat a duré plus d'une semaine, jusqu'au 29, quand le haut commandement a autorisé un bombardement aérien de la Luftwaffe sur l'Est, ce qui a finalement poussé les Soviétiques à se rendre dans ce secteur. Cependant, un petit groupe de résistants soviétiques est resté actif dans le sous-sol de Kobrin jusqu'au 23 juillet. Ce retard a obligé le général Schliefer à rédiger des rapports longs et détaillés sur ses actions là-bas à Brest. Ces rapports décrivent en détail tous les événements, tous les revers et les succès que les Allemands ont rencontrés pour prendre la forteresse. Notre analyse de cette bataille intense serait incomplète sans étudier ce qui s'est passé dans la citadelle. Bien qu'elle soit la plus petite des 4 zones de la forteresse, la citadelle abritait le plus grand nombre d'unités militaires. Elle avait aussi le plus de canons, quelques chars amphibies T-38 et des véhicules blindés de reconnaissance blindée, automitrailleuses, 10. Dès les premières heures du 22 juin, le 3e bataillon du 135e régiment est entré dans la citadelle par la porte de Terespol. Ils se sont aussitôt dirigés vers les portes des 3 Arches et de Kolm pour bloquer la sortie des soviétiques. Comme mentionné plus tôt, le commissaire Yefim Fomin dirigeait la résistance à la porte de Kolm. Il a organisé une résistance très tenace, y compris avec des attaques à la baïonnette. Il a obligé les Allemands à se replier vers l'ouest de la citadelle. Après l'échec de la première attaque, les Allemands ont adopté des tactiques pour épuiser les Soviétiques. Ils ont contrôlé tous les accès à l'eau et les Soviétiques ont énormément souffert de la soif dans le fort. Ce qui se passait, c'est que, bien que la rivière Boug, très abondante, se trouvait à seulement quelques mètres des postes de résistance, les Allemands surveillaient toutes les sorties et toute personne allant chercher de l'eau était aussitôt prise pour cible. Alors la soif était le pire ennemi des résistants. Le 24, tous les groupes de résistance de la forteresse ont uni leur défense sous le commandement du capitaine Ivan Nikolaïevitch Zoubatchev. Le 26, les Allemands ont envahi le quartier général de la résistance dans la citadelle et capturé plusieurs chefs, dont le commissaire Fomin. Fomin a été exécuté sur le champ lors de sa capture en raison de l'ordre du commissaire. L'ordonnance du commissaire était un ordre d'Hitler à toutes ses forces d'invasion. Elle ordonnait que tous les commissaires politiques de l'armée rouge soient exécutés immédiatement à leur capture sans être traités comme prisonniers de guerre. Après le 26, seuls quelques petits foyers de résistance restaient actifs à l'intérieur de la citadelle et les Allemands ont eu recours aux lance-flammes pour déloger les soldats soviétiques des égouts, des tranchées et des recoins où ils résistaient. Peu de temps après, la citadelle tomba complètement aux mains des Allemands. Le matin du 30 juin, la forteresse fut considérée comme capturée par la 45e division allemande. Bien que quelques petits foyers de résistance isolés aient continué à subsister dans les souterrains jusqu'à la fin juillet. D'ailleurs, des inscriptions ont été retrouvées après la guerre. En 1952, par exemple, on en a trouvé une qui disait « Je meurs, mais je ne me rendrai pas ». Fais-tu Shoshiga. Adieu ma patrie. 20 juillet 1941. Bien que beaucoup de respect doivent être accordés aux défenseurs de la forteresse de Brest, leur résistance fut, dans l'ensemble, assez futile. Car dès le 28, les Allemands étaient à Minsk, à 350 km à l'est de la forteresse. Le 2 juillet, ils étaient déjà à Smolensk, à mi-chemin de Moscou. Les objectifs stratégiques allemands, tels que la voie de ferrée et les ponts sur la Beug, ont été pris dès le premier jour. Mais une telle ténacité a été montrée par les Russes à l'intérieur de Brest que cela a personnellement impressionné Hitler.
Et le 8 août, il s'est rendu, accompagné de Mussolini, sous une forte sécurité, à la forteresse de Brest, déjà complètement conquise. La victoire allemande à la forteresse de Brest est venue à un coût très élevé. Il y a eu 429 soldats tués, ce qui représente 5% du total de tous les soldats allemands tués sur tout le front de l'Est au mois de juin 1941. Le grand héros de la résistance soviétique à Brest, le major Piotr Gavrilov, a été fait prisonnier par les Allemands en juillet 1941 et est resté en captivité jusqu'en mai 1945, à la fin de la guerre. Ensuite, il est rentré en Union soviétique et réintégré dans l'armée rouge. Et ce n'est qu'en 1957 qu'il a finalement été reconnu et décoré de l'étoile d'or de héros de l'Union soviétique. Il est mort à 78 ans le 26 janvier 1979 à Krasnodar sur la mer Noire. Mais à juste titre, son corps a été transféré à Brest et enterré là-bas en tant que héros de guerre. Eh bien, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous l'aimerez et que vous vous abonnerez à la chaîne aussi en appuyant sur la cloche pour recevoir les notifications. Dès que je publierai plus de vidéos, je m'arrête ici. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité et je vous envoie une chaleureuse accolade de la part de SDG.